Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Und als Gott helft, sie sehen. Bonsoir, vous écoutez l'émission Yiddish Heint, l'émission produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, réalisée aujourd'hui par Daniel et Gilles Rosier est au micro. Alle tanzen, it's del duet, killer, freilach, killer, nu. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Goldwasser. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. J'ai le plaisir de vous recevoir. Nous allons parler de toute votre carrière de comédien et de yiddishiste et de comédien en hébreu aussi. Vous avez une carrière absolument multiforme, mais c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité aujourd'hui, c'est parce que vous participez à un spectacle qui manifestement a énormément de succès, qui est le Cabaret de l'exil du théâtre Zingaro, ou du cirque Zingaro, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le théâtre Zingaro. Ouais, théâtre équestre. Et voilà, théâtre équestre Zingaro, qui a donc lieu dans le chapiteau Zingaro, qui se situe où, rappelez-nous ? À Aubervilliers. À Aubervilliers. Fort d'Aubervilliers. Un magnifique chapiteau en bois, pour ceux qui ne l'ont jamais visité, ça vaut vraiment, rien que pour le chapiteau, ça vaut le coup d'œil. Absolument. C'est un univers en soi, et d'ailleurs je lisais sur le site du théâtre Zingaro que l'intention en créant ce chapiteau, c'était de faire en sorte que le spectacle commence avant même le spectacle. Et c'est vraiment réussi, parce qu'on est vraiment dans un univers, dès qu'on rentre sous ce chapiteau, on est dans un univers absolument extraordinaire. Et donc, vous participez à ce à ce cabaret de l'exil, qui est consacré à la culture yiddish, au Yiddishland. Donc on va peut-être rappeler que le théâtre Zingaro, c'est un théâtre équestre, comme vous le disiez. Donc évidemment, c'est un spectacle qui est centré sur l'art du cheval et l'art équestre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez été amené à participer à ce cabaret de l'exil ? J'étais coincé par le virus à Buenos Aires avec ma compagne et je ne pouvais pas rentrer en France. Et à un moment donné, ma fille Marine me dit, ou m'écrit, je ne me rappelle plus, elle me dit, papa, on a été pris par Tabas pour le prochain spectacle, le Petit Mishmash, c'est-à-dire le trio Le Petit Mishmash. Et j'étais très content pour elle. Je lui dis, voilà, c'est un saut extraordinaire vers le haut du Petit Mishmash. Je suis très content pour toi. Papa, il a besoin d'un comédien yiddish. Alors je lui dis, il a trouvé le comédien yiddish qu'il peut trouver en France, ce qui est assez vrai. Comédien professionnel, effectivement. Professionnel, il y a quelques amateurs, oui. Professionnel, oui. il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Ouais. Et voilà, je suis rentré en contact avec lui et je savais qu'en rentrant de Buenos Aires, je dois me rencontrer avec lui, commencer à travailler. Et la recherche, qu'est-ce que j'allais faire dans le spectacle. Donc il faut quand même expliquer que votre fille Marine est musicienne. Bien sûr. Vous pouvez dire quelques mots sur elle ? Marine Goldwasser, elle est musicienne, elle est clarinettiste, flûtiste. Et elle a d'autres instruments qu'elle joue aussi. Et elle est, disons, la responsable du groupe Le Petit Mishmash qui essaye de faire un mélange de musique klezmer avec influence roumaine. C'est elle avec deux Roumains, un qui est Mihai et l'autre qui est Adrien, qui sont au cymbalum et à l'accordéon et qui jouent ensemble. Et ça donne une qualité. C'était très très bons musiciens et la recherche qu'ils font, elle est très intéressante aussi, ce mélange de roumain klezmer. Donc on peut rappeler que le cymbalum, pour ceux qui ne savent pas, je le sais particulièrement parce que ma mère s'appelle cymbalista, joueur de cymbalum. Il faut rappeler que le cymbalum, c'est un clavier avec des cordes sur lesquelles on frappe. En fait, c'est un clavier à cordes frappées.
c'était un instrument traditionnel de toute l'Europe centrale. Mhm. Le célèbre Bartabas, directeur du théâtre équestre Zingaro, contacte votre fille pour que ce petit mishmash participe à ce spectacle, et vous êtes intégré au spectacle. Mais est-ce que vous avez aussi participé aux recherches qui ont amené à ce spectacle, donc tourné autour de la culture yiddish? Oui, absolument. Au début, ça devait être un spectacle autour de Chagall. Ça devait s'appeler Cabaret Chagall. Mais il paraît que la famille de Chagall n'était pas tellement d'accord. Et alors, au début, j'ai cherché et trouvé des poèmes de Chagall, à dire, non, mais j'ai cherché aussi les traductions, ce qui n'est pas évident, parce que Bartabas ne parle pas yiddish, ne lit pas le yiddish, c'est-à-dire que chaque chose que je lui envoie doit avoir une traduction, sinon il ne peut pas le lire, seulement il peut l'entendre, mais ça ne donnerait rien. Et petit à petit, quand on a compris que ça ne serait pas sur Chagall, du fait que la famille n'est pas d'accord, on a commencé à chercher sur la littérature yiddish. Bartabas avait lu beaucoup de choses sur la littérature yiddish, sur le monde yiddish, sur le Bund, etc., etc. Même le Bund, qui était donc le mouvement ouvrier juif yiddishophone d'Europe orientale. Mais il ne pouvait pas lire vraiment des poèmes. Alors il avait trouvé des bouquins où il y a des traductions de certaines choses, et il a fait toute une recherche, mais jusqu'à ce qu'il pouvait. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas apprendre le yiddish pour ça. Et moi, j'arrive et je commence à chercher du matériel, Manger, Itzik Manger, donc un grand poète, Sutzkever, des choses que je connais et que je sais qu'elles sont traduites, qu'il y a des traductions. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de lui envoyer, j'ai enregistré une conférence que Bashevis Singer avait fait un jour à Stockholm, un jour avant de recevoir le prix Nobel. Donc Isaac Bashevis Singer, le prix Nobel de littérature yiddish, qui a eu le prix Nobel en 1970. Et c'est une conférence qu'il ne pouvait pas connaître, parce que c'est une conférence qu'il faut connaître le monde yiddish, il faut parler yiddish, et il faut savoir que ça existe. C'est-à-dire qu'il connaissait la conférence qu'il a fait à Stockholm sur les fantômes. Les Juifs vont sortir de leur tombe et ils vont demander qu'est-ce qu'on a publié en yiddish dernièrement, etc. Ça, il l'a fait en anglais. Oui, qui est très célèbre. Stockholm. Oui, très célèbre, très connu, mais il ne pouvait pas savoir. Alors moi, je lui amène une conférence en yiddish, et j'amène une certaine traduction, et je lui ai envoyé ça par le téléphone. Et il me dit, c'est ça qui m'intéresse. Et il a eu l'idée de faire que tout le cadre du spectacle, en fait, c'est une conférence sur la langue yiddish. Donc effectivement, vous êtes le Isaac Bashevis Singer du spectacle, et vous intervenez régulièrement dans ce spectacle pour dire des bouts de cette conférence en yiddish et en français. Donc on entend beaucoup de yiddish dans ce spectacle. Oui, pas suffisamment à mon goût, mais bon. Enfin, on en entend quand même pas mal. Ouais. Alors, je comprends un peu mieux maintenant que vous me dites qu'au début, il souhaitait faire un cabaret Chagall, parce que ça crève les yeux, effectivement. Il y a certains tableaux de ce spectacle qui sont des tableaux de Chagall. Absolument. Très inspirés de Chagall. Ouais. Alors, un petit peu plus tard dans l'émission, nous vous écouterons réciter une partie de cette conférence d'Isaac Bashevis Singer, qui est magnifique. Pour les gens qui connaissent le yiddish, je pense qu'on est nombreux à l'avoir entendu. Alors, moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce spectacle, l'autre fois, j'avais un ami qui me disait, une fois... Pour une fois n'est pas coutume, les Juifs sont sur les chevaux et pas sous les chevaux, parce qu'effectivement, on a plutôt l'habitude à ce que ce soit les Cosaques qui soient sur les chevaux et les Juifs qui soient piétinés par les chevaux. Donc c'est assez saisissant en fait de voir cette rencontre de deux mondes. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous Mais moi, je ne comprenais pas exactement comment on peut lier les deux choses. Et c'est vrai qu'il y a des moments chagalliens qui se font avec les chevaux qui m'ont convaincu que c'est pas mal.
Maintenant, c'est un peu du cirque. Oui, c'est vrai que, disons, avec le monde chagallien, on peut retrouver des choses du cirque, des chevaux, etc. Mais les Juifs en général, je ne sais pas s'ils avaient vraiment un lien avec des animaux en général. Maintenant, je parle des Juifs du shtetl. Oui. Ils n'avaient pas tellement de liens avec des chats, ni des chiens. Oui, on raconte cette histoire drôle qui dit si vous voyez un juif avec un chien, c'est que soit le chien n'est pas tout à fait un chien, soit le juif n'est pas tout à fait un juif. Oui. mais néanmoins, enfin moi j'ai été très enthousiaste à ce spectacle. Pourtant, j'avais quelques appréhensions en me disant ça va être, enfin quel type de vulgarisation entre guillemets est-ce que ça va être. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement artistique. Et que ça faisait passer vraiment beaucoup d'émotions. Oui. J'ai le souvenir notamment de la prière El Malé Rachamim qui est sous forme d'un disque. Ouais. Mais ça, par exemple, Bartabas ne peut pas connaître ça. C'est ma fille Marine qui lui a fait écouter ça, qui lui a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il a décidé de le mettre dans le spectacle. Oui, néanmoins, c'est extrêmement fort. Alors, je ne sais pas si évidemment, tous les spectateurs peuvent pas l'apprécier autant que les personnes qui l'ont entendu soit dans une synagogue, soit dans une commémoration du souvenir, puisque c'est la version El Melech Rachamim dans laquelle on parle des gens qui ont été assassinés, Auschwitz, Maïdan et Treblinka. Oui. Donc je pense que le public ne comprend rien s'il ne connaît pas l'hébreu, mais il entend au moins ces trois mots. Oui. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort. Et des fois, à peine... par exemple, il y a des pigeons sur un cheval noir, si tu te rappelles. Oui. Avec quelque chose qui fait comme... qui est en train de lisser l'espace, oui. Oui. Et comme s'il n'y a rien. À Treblinka, il n'y a rien qui est resté. Oui, tout à fait. Tout brûlé, etc. Et si je me rappelle bien, les Polonais voulaient faire un supermarché là-bas. Oui. Je ne sais pas s'ils l'ont fait finalement. Mais bon, non, je ne crois pas, non. Non, ouais, mais il y avait une idée comme ça, je ne sais pas si concernant Treblinka, mais pour moi, c'était ça. Et les pigeons qui venaient sur le cheval, ils étaient 6. Ah oui. Comme les 6 millions. Alors moi, par exemple, je parle avec une fille très, très intelligente, très cultivée, et je lui dis, tu vois qu'il y a 6 pigeons. Elle regarde, ah oui, et quoi? Oui, d'accord. Moi, j'avais j'avais pas réalisé qu'il y avait 6 pigeons et qu'il y avait un symbole là-dedans. Après, chaque spectateur pioche ce qu'il ressent dans un spectacle. Oui, logiquement. Il n'y a pas un spectateur qui reçoit un spectacle de la même manière, donc je ne suis pas sûr qu'il faille être trop critique sur à la fois... Non, je pense simplement qu'un juif qui a une certaine culture et des connaissances voit des choses que les autres ne peuvent pas voir, parce que ça nous amène à des images qui sont différentes. Bien sûr, mais c'est pas pour ça qu'il faut se priver de le faire. Pas du tout. Non, voilà. Pas du Alors, tout. est-ce que vous pourriez, effectivement, on va faire une petite pause et on va vous écouter réciter le début du discours de la conférence de Isaac Bashevis-Singer en yiddish. Très bien. Men fragt mir, wo schreibst du auf Jiddisch? Als eine deutsche Sprache. Und ich will Briefen geben auf den Entfer. Mein Entfer wird sein ein jiddischlicher. Du siehst, ich will entfern mit der Frage auf eine Frage. Wo soll ich nicht schreiben auf Jiddisch? Soll ich besser schreiben auf Chinesisch oder auf Türkisch? Wie sagt man auf Türkisch? Hack nicht kein Scheinig, dreht nicht kein Hittel, folgt mich ein Gang, a Hoche von der Manistane, am Moishe Kapoyer, a Hoche Balailo, Joldu in a Kapeljusch, Moide mit a Ksube, Jidene mit a Neuringel. Mit der Zeit zurück ist gekommen zu mir ein Übersetzer, in ganz nah zertummelter, in ganz nah verschwitzter. Wie setzt man das über auf Englisch? A welcher Mensch, a brillant? Auf alle Sprachen ist a brillant hart, aber in Jiddisch ist a brillant weich. Ob ich ihm Geisen übersetzen, weich, wie a jiddischer brillant.
Jene, wo es zählen Wörter, versichern mich, als Englisch ist die reichste Sprache auf der Welt. Aber ich bin geblieben bei der Überzeugung, als Jiddisch ist die reichste Sprache auf der Welt. Nicht in Technologie, nur in Wörter, wo suchen etwas wegen Menschen, nicht wegen Maschinen. Zum Beispiel Ureman. Was kann man sagen auf Englisch wegen einem Ureman? Zwei Wörter in Schoen, a poor man. Schoen. Damit schreibt man euch das ganze Urmkeit auf Englisch. Oder auf Jiddisch kann man sagen Urman, a Nevien, a Kapzen, a Dalfen, a Bettler, a Schlepper, a Schnorrer, a Heisergeher, a Poretz mit a Loch, und a Hemd, a Blitiker Ureman, a Kapzen in 7 Poles, a gebrennte Zures, gehackte Zures, glatt Zures, und kann sagen wieder an Ureman weiter, als ist a Joire, a Gefallener, a Gebrochener, ein Abgefahrener, keilt die der legt die Zähne in den Beitel, geht darin mit einem ausgestreckten Zink, schlingt durch Speichs, chalisch für ein Bissen, oder ganz einfach suchen, starb 3 Mal in Tug für den Hunger. In einigen Städten, als man will, bezeichnen an einem Mann, schön. Voilà. Merci Raphaël Goldwasser. Donc je rappelle que cette récitation, c'est une conférence que Isaac Bashevis-Singer a faite la veille du jour où il a reçu le prix Nobel de littérature, alors qu'il était invité à un banquet par les Juifs de Stockholm, je suppose. Oui. Donc des gens qui étaient susceptibles de comprendre le yiddish, puisqu'il l'a fait complètement yiddish. On peut l'entendre par Internet et on entend les gens qui rigolent. Qui rient, oui, tout à fait. Alors je précise que dans le spectacle de Zingaro, le cabaret de l'exil, auquel vous participez, vous récitez ce discours, mais vous vous interrompez pour en donner la traduction française. Logiquement, oui. Et donc dans ce discours, là, enfin en tout cas le fragment que nous avons entendu, grosso modo, Zinger dit le jour où un traducteur est venu me voir en me disant comment est-ce qu'on dit, et alors à ce moment-là, il donne toute une succession d'expressions yiddish qui sont toutes plus savoureuses les unes que les autres. Et on se demande vraiment comment est-ce qu'on peut traduire ça en anglais. Puis après, il dit, vous savez, le nombre de manières différentes qu'il y a de dire un pauvre en yiddish. Et là, il donne une centaine de synonymes. Mais ce qui est fort aussi dans ce discours, et que vous avez récité là, c'est qu'il dit, il n'y a guère qu'en yiddish qu'on dit tendre comme un diamant. Oui. Dans les autres langues, les diamants sont durs. Oui. Et donc, il n'y a qu'en yiddish qu'un diamant est tendre. Oui. Et donc, quel est le truc que trouve le traducteur pour traduire tendre comme un diamant? Il dit tendre comme un diamant yiddish. Comme un diamant yiddish ou comme un diamant juif. Voilà. Donc les diamants juifs sont tendres alors que les autres sont durs. Oui. Donc je rappelle que le cabaret de l'exil de Bartabas, du théâtre équestre Zingaro, a commencé mi-octobre dans son chapiteau en bois d'Aubervilliers et va se prolonger. Vous me disiez qu'au départ c'était prévu jusqu'à fin décembre, mais c'est tellement plein que vous avez un contrat qui va jusqu'en mars. Oui, fin mars. Donc, j'incite tous les auditeurs à aller le voir parce que c'est vraiment un très très beau spectacle avec des moments très forts sur la culture yiddish et sur le judaïsme en général, pas seulement la culture yiddish. Bien sûr. Maintenant, j'aurais souhaité qu'on revienne sur votre carrière, votre vie et votre carrière, puisque vous n'êtes pas né en France, vous êtes né en Amérique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre naissance, votre enfance, dans quelle famille vous êtes né, quel type d'éducation vous avez eu, comment est-ce que vous parlez si bien le yiddish? Oui. Je suis né dans une famille où on parlait le yiddish. Ma mère, elle était fille d'un rabbin important à Buenos Aires et il était à un certain moment le rabbin Rav Rashi, le rabbin principal de Buenos Aires, et Raphaël Kitaï-Gorotz, il s'appelait. Je m'appelle d'après son prénom. Et mon père était un comédien yiddish. Ça veut dire il avait appris avec Weichert, qui était un grand, je ne sais pas, moi je n'ai pas étudié avec lui, mais il était très connu, Michael Weichert. Il a écrit des livres théoriques sur le théâtre. Et c'est lui qui enseignait à Varsovie, et lui il a fait l'école de Weichert.
Et il est parti après en Argentine, comme beaucoup d'immigrants qui venaient d'Europe. Et lui venait d'une famille religieuse également ou... Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Ah si, son père était religieux, mais tout cas, lui était sorti tout de le la monde religion. était religieux. Hein. Il n'était pas rabbin, il était un schlepper. C'est ce qu'on peut dire. Hein. Un train de savate. Ouais, celle qui travaillait, c'était sa maman. D'accord. Comme traditionnellement. Non, mon père n'était pas religieux du tout. Et donc, vos parents sont arrivés en Argentine à quelle époque, à peu près? 1930. D'accord. 1930. Ils se sont connus à Buenos Aires. Et, mon père nous parlait yiddish. On est 3 frères. Il nous parlait yiddish à la maison. Et c'était interdit de parler une autre langue à la maison. Mon père, il donc, était furieux. Frères, vous parliez yiddish également? Comment? Entre frères, vous parliez yiddish également? Non, ça s'est mélangé. S'il y avait papa à côté, c'était différent. Mais on a étudié dans une école yiddish. Donc, vous pouvez nous raconter un peu comment était l'enseignement quand vous dites on a étudié dans une école yiddish, vous n'avez pas étudié toute la journée, vous n'avez pas fait toute votre scolarité? Non, parce que j'allais aussi à une école espagnole, argentine. Donc le matin à l'école espagnole et l'après-midi à l'école yiddish, c'est ça? Je pense que c'était 3 ou 4 jours par semaine, je ne me rappelle pas exactement, mais on apprenait à lire et écrire en yiddish, on apprenait la littérature, on apprenait même la géographie, je me rappelle, ou l'histoire, bien sûr, on appelait le Tanakh, on étudiait ça en yiddish. Donc le Tanakh, la Bible ça veut dire hébraïque. Les mathématiques, il n'y avait pas besoin. Parce il y avait l'école espagnole. Ben, oui, bien sûr. Et votre père, il était comédien professionnel à Buenos Aires? Mon ou père il a changé de métier en arrivant Non, il n'était pas. Il était aussi tailleur. Il avait aussi un diplôme de tailleur. Donc un bon juif. Oui. Et pour gagner sa vie, il était tailleur. Mais le soir, il jouait au théâtre yiddish? Oui. Ouais. Et il répétait. Ils avaient un théâtre extraordinaire, très très beau, qui existe encore à Buenos Aires, qui s'appelait IFT, Argentiner Jiddischer Volkstheater. Et qui joue toujours en yiddish à l'heure actuelle? Non. Il joue en espagnol. Il joue en espagnol. Les gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est yiddish. Et qu'est-ce que c'est IFT? Oui. Non. C'est un très beau théâtre. C'était très moderne à l'époque. Vous voulez dire que ça joue toujours dans le même bâtiment? Dans le même bâtiment, oui. Et ce théâtre avait été fondé par le Parti communiste juif. Oui. Et je sais, ils étaient les premiers, par exemple, à jouer Mère Courage de Brecht. Et en Argentine, c'était eux, en yiddish. En yiddish. Et ça, je le sais parce que c'est connu, ça, qu'ils étaient les premiers qui avaient traduit dans une autre langue. Non, ça, je ne peux pas dire. Mais en Argentine, ils ont connu Brecht d'abord en yiddish. Et après, bien sûr, ils ont monté aussi en espagnol, bien etc. Entendu. Et c'était un très beau spectacle. Et donc, lorsque vous étiez enfant, vous faisiez du théâtre également? Moi, j'ai joué avec mon père. J'ai joué aussi avec d'autres comédiens yiddish qui cherchaient des enfants. Donc, dans des pièces Dans des pièces yiddish, oui. Et j'étais aussi amateur. Quand j'étais enfant, oui, on faisait des spectacles amateurs, mais ça, c'est en espagnol. Et alors, est-ce que, donc à l'âge de 16 ans, votre vie change fondamentalement? Qu'est-ce que vous faites à l'âge de 16 ans? Je pars en Israël. Vous partez en Israël. Alors, vous partez en Israël dans le cadre d'un mouvement collectif ou à titre individuel? Non, individuel. Je suis allé rejoindre d'abord mon frère aîné qui était au kibbutz. Et j'ai vécu au kibbutz pendant 2 ans et demi. Après environ 2 ans ou 1 an et demi, mes parents sont arrivés. Et pourquoi est-ce que vous êtes parti en Israël? Vous ne voyez pas votre avenir en Argentine? Non, moi, à 16 ans, je n'avais pas ma volonté. Moi, j'étais un élève très mauvais à l'école. Je n'allais pas à l'école, je m'en foutais complètement. Et mes parents ne savaient pas plus quoi faire avec moi. Et ils m'ont envoyé en Israël. Mais ils avaient décidé de faire Aliyah. Donc c'est eux qui vous ont envoyé? Oui. Rejoindre mon frère au kibbutz. Ils sont venus au kibbutz pour voir s'ils pouvaient s'habituer à la vie du kibbutz. Et non, ils n'ont pas pu. Ils sont partis du kibbutz. Je suis parti avec eux. J'ai fini mes études secondaires à Bat Yam. Et après, je me suis inscrit à l'université en histoire générale et
théâtre. En théâtre. Quand vous dites théâtre, c'était des études de théâtre ou Des c'était études de vraiment théâtre. des cours pour Non, être comédien? c'est les deux. C'était mélangé. C'était l'histoire du théâtre, des auteurs spécifiques, des dramaturges, mais c'était aussi de la philosophie sur le théâtre. Et tout ça, c'était à l'université de Tel Aviv? Il y a beaucoup de comédiens qui sont sortis de l'université de Tel Aviv. Et en sortant donc de ces études, qu'est-ce que vous avez fait? Déjà, à la seconde année, j'ai été appelé par un théâtre qui n'existait plus, qui s'appelait Ohel, c'était le théâtre de la Histadrut. Et il a fermé après, peut-être parce que comme je suis arrivé, il devait fermer. La Histadrut, c'était le grand syndicat socialiste d'Israël, qui était presque un État dans l'État. Enfin, c'était une superstructure de l'État d'Israël. Absolument. Dans ces années-là, oui. Oui, alors ce théâtre a été fermé, je ne sais pas, pour des problèmes économiques. Et j'étais appelé à Abima. J'étais 4 ans à Abima. Donc Abima, c'est le Théâtre National d'Israël. Oui. C'est l'équivalent de la Comédie Française ou du Théâtre Exactement. de l'Odéon. Oui. Et après 4 ans, à cette époque, on pouvait devenir stable dans le théâtre. Et c'est là que j'ai décidé de partir. C'est-à-dire avoir un contrat permanent. Permanent, jusqu'à la fin de la vie. Ah, jusqu'à la fin de la vie. Ah oui, bien sûr. Mais après, en tant que retraité, j'imagine, on pouvait recevoir aussi un salaire. Et vous avez décidé de partir au moment où vous proposez une position stable. Oui. Parce que ça ne m'intéressait pas de continuer de faire ces choses-là. Vous ne vouliez pas être un fonctionnaire du théâtre. Exact. Et c'est ce que j'ai fait, vraiment. Je suis venu en France, j'ai fait l'école Lecoq. Alors, c'est au moment où vous êtes parti de Abima que vous êtes venu en France? Oui. Mais pour les études. Ah, pour les études. J'ai eu une bourse pour faire l'école Lecoq et en même temps. Donc l'école Lecoq, qui est une prestigieuse école de théâtre à Paris. Très prestigieuse. Pour moi, c'était une révolution, l'école Lecoq. Ça, je peux raconter des choses extraordinaires. Vous voulez dire que l'enseignement que vous y avez eu était pour vous beaucoup plus progressiste que ce que vous avez pu apprendre en Israël? Beaucoup plus intéressant. Ouais. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel sens, enfin, une idée qui vous viendrait je pense que c'est aussi personnel, ça veut dire que chaque personne vit les choses différemment. Il enseignait Lecoq des choses comme le masque neutre, qui était de la philosophie vraiment, mais vécue. Ça veut dire... Alors qu'est-ce que c'est que le masque neutre? Moi je ne connais pas du tout. Le masque neutre, c'est un masque qui vous exige de vous d'apprendre qu'est-ce que c'est un comportement neutre, qui n'a aucune tendance. Donc aucune expression. Aucune expression, mais où il y a un mouvement. Et le mouvement, il est très clair. Et à un moment donné, ça commence par l'identification avec les 4 éléments qui sont la terre, l'air, l'eau, le feu. Et ça, c'est révolutionnaire. Pour moi, c'était révolutionnaire. Et après, il y a le mélange des choses, le feu et l'eau qui fait bouillir l'eau, la terre. Donc effectivement, pour un béotien comme moi, on est très loin d'imaginer qu'on peut apprendre ça dans des cours de théâtre. Ah oui, non, mais c'était une autre manière de travailler avec son corps. Et donc, vous avez passé combien d'années avec 2 ans. Lecoq? 2 ans. L'école, c'était 2 ans. J'ai fini les 2 ans. Et ensuite, vous retournez en Israël? Et je suis retourné et demandé encore une bourse pour continuer, parce que j'avais envie de retourner en France. Et j'ai reçu encore une bourse. Et là, j'avais fait la maîtrise. Et là, j'ai préparé mon DOA, qui n'existait plus aujourd'hui en France. Oui, ça s'appelle Master 2 maintenant. Master 2. Oui. Et j'avais déjà fait tout ce qu'il fallait pour écrire le doctorat. Et là, je suis tombé malade de tuberculose. Bonjour. Oui. C'est très intéressant. Et j'ai décidé de repartir avec celle qui est devenue après ma femme en Israël, parce que je ne pouvais plus supporter... Je voulais retourner à une vie normale qui était le théâtre, etc. D'accord, donc vous avez continué votre carrière. J'ai pas fini mon doctorat. De comédien. Oui, tout de suite. Oh, j'étais très bien reçu
parce que j'amenais vraiment une façon de travailler le théâtre, les personnages, d'une façon corporelle, mais aussi avec le texte, et que ça allait ensemble, c'était très fort. Et en tout, vous avez passé combien d'années en Israël ? 25. Et quelle est la raison pour laquelle vous êtes parti d'Israël ? C'était pour des questions de carrière ? Non, j'avais un très bon nom en Israël. J'ai été 2 fois choisi comme candidat pour être le meilleur comédien du pays. Et j'étais connu en tant que quelqu'un qui fait du théâtre différent. Je sais pas comment l'appeler ça en français. Pas du théâtre officiel, quoi. Alternatif, disons. Et j'étais très connu. Et j'ai donné aussi des cours. Mais à un moment donné, j'avais déjà 2 enfants. J'ai décidé que je ne veux pas rester avec ces enfants et les envoyer à l'armée. D'accord, voilà. Donc c'était pour des questions, enfin pour l'avenir de vos enfants, vous aviez pour pas envie qu'ils l'avenir de fassent mes la enfants, mon avenir, ça aurait été fantastique pour là-bas. Ouais, ça marchait très bien pour moi. Est-ce que dans votre pratique théâtrale, quand vous étiez en Israël, vous avez la sensation que vous utilisiez quelque chose de l'héritage du théâtre yiddish de Buenos Aires ? Oui. Absolument, absolument. D'abord, le sérieux. Ils étaient très sérieux dans leur choix, dans leur travail. Et il y avait beaucoup d'amour. Parce que sinon, si c'est du théâtre, que ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est une autre chose qu'il faut mettre dedans. Et c'était une troupe aussi. Les gens travaillaient en troupe. Et chose qui existait encore à un certain moment en France avec Ariane Mnouchkine, une troupe qui travaille ensemble, qui se développe ensemble. Oui, ça je pense. Donc d'une certaine manière, chez Zingaro, vous retrouvez ça, parce que oui, c'est une troupe Oui, également. absolument. C'est une ambiance extraordinaire. Vraiment, ce qui se passe derrière les coulisses, entre les gens, c'est un amour, quoi. Ça, c'est une grande chose. Alors, je rappelle que nous sommes dans l'émission Yiddish Heint. Mon invité aujourd'hui est le comédien yiddish Raphaël Goldwasser. Vous êtes invité aujourd'hui pour votre participation au spectacle du théâtre équestre Zingaro qui s'appelle Cabaret de l'exil autour de la culture yiddish. Nous allons nous interrompre quelques minutes pour écouter une chanson en yiddish et nous revenons avec vous, Raphaël Goldwasser, pour aborder l'autre période de votre vie qui est celle de votre arrivée en France, ouais. Mais dans quelques minutes. À tout de suite. Jedes Volk singt sich verschieden, jeder miteinander mein, noch a Liederle bei Jiden, hot go a besonder Chein, oi verhassene at Neum, freit sich der Jiden wird nicht mit, schickert nicht wie bei die Goyim, no singt sich zi a jiddisch Lied. Noch a jiddisch Liederle, besser schöner kann es doch nicht sein. Noch a jiddisch Liederle, kriegt den Herzen gleich zu euch herein. Weil noch a jiddisch Liederle, singt sie doch allein. Dann nimm je klezmer all dein Fiedel, weil mir a Tänzel gehen. Noch a jiddische Liederle, besser schöner kann es gar nicht sein. Noch a jiddische Liederle, kriegt den Herzen gleich zu euch herein. Seid sich Messa Meyachiden, sie ist unser Simche sehr groß. Ihr seid alle zufrieden, da lernt ihr das Liedl ois. Dreht noch mit dem groben Finger, ihm weist mir Tage, was ihr könnt. Es wird sich euch schön singen geringer, wenn ihr wird machen mit die Hand. Noch a jiddische Liederle, besser schöner kann es doch nicht sein. Noch a jiddisch Liederle, kriegt den Herzen gleich zu euch herein.
weil noch ein jüdisch Liedl singt sie doch allein. Dann nimm je klezmerl dein Fiedel, weil mir a Tänzel gehen. Noch ein jüdisch Liedl, besser schön kann es gar nicht sein. Noch ein jüdisch Liedl, kriegt den Hals gleich zu euch herein. Weil noch ein jüdisch Liedl singt sie doch allein. Dann nimm je klezmerl dein Fiedel, weil mir a Tänzel gehen. Noch ein jüdisch Liedl, besser schön kann es gar nicht sein. Noch ein jüdisch Liedl, kriegt in den Herzen leicht zu euch herein. Vous écoutez l'émission Yiddish Heint, l'émission produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, réalisée par Daniel. Aujourd'hui au micro Gilles Rosier, j'ai le plaisir de recevoir le comédien yiddish Raphaël Goldwasser. Nous venons d'entendre une chanson yiddish qui s'appelle la Yiddish Lied, chantée par Simon Osowicki. Alors cette chanson, pour vous résumer un petit peu, dit en gros, les goyim quand ils se rencontrent, ils s'enivrent, et les juifs quand ils se rencontrent, ils chantent des chansons. Donc Raphaël Goldwasser, nous avons évoqué avec vous votre participation au spectacle du théâtre équestre Zingaro, mené de main de maître par Bartabas, et ce théâtre équestre consacre un spectacle sous le titre Cabaret de l'exil à la culture yiddish, et ça joue en ce moment et jusqu'au moins au mois de mars au théâtre Zingaro à Aubervilliers donc. Et nous en étions à la phase israélienne de votre carrière, puisque vous êtes né à Buenos Aires et vous avez passé 25 ans en Israël. Nous allons bientôt aborder la phase française de votre carrière, mais avant cela, je voudrais faire 2 annonces d'activités de la Maison de la Culture Yiddish. Je voudrais annoncer une conférence qui aura lieu par Zoom, donc en distanciel, par Tal Hever-Ribowski, qui est aussi le directeur de la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem. Cette conférence a pour titre « La longue histoire des mots français en yiddish ». Il faut savoir qu'en yiddish, il y a un certain nombre de mots français qui ne sont pas tous rentrés à la même époque dans le yiddish. Certains sont très anciens, datent de presque 1000 ans, et d'autres sont beaucoup plus récents. Donc Tal Hever-Ribowski fera un petit topo sur le sujet. Le 13 novembre, c'est un samedi de 18h à 19h30. Donc samedi 13 novembre de 18h à 19h30, la longue histoire des mots français en yiddish. Vous pouvez vous inscrire en allant sur le site internet de la Maison de la Culture Yiddish. Vous tapez, c'est yiddishweb.com, mais vous tapez Maison de la Culture Yiddish et vous tombez dessus. Je précise que les inscriptions ferment 30 minutes avant le début de la conférence, parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas rentrer alors qu'ils arrivent 10 minutes après le début. Ensuite, le 14 novembre, dimanche 14 novembre, il y aura une rencontre, conférence aussi, par Zoom également, avec Malky Goldman. Alors Malky Goldman est actrice, productrice, connue entre autres pour ses rôles dans Unorthodox, la série sur Netflix qui avait été diffusée l'année dernière, et High Maintenance, diffusée en 2016. Et là, en fait, elle vient parler d'un film, si j'ai bien compris, qui s'appelle The Vigil. Après avoir quitté la communauté juive orthodoxe, Yaakov, à court d'argent, comme 2 fois, accepte à contre-cœur d'assurer la veillée funèbre d'un membre décédé de ce groupe religieux. Voilà, donc elle va évoquer la magie dans la culture yiddish, et cette intervention sera à la fois en anglais et en yiddish sur Zoom le 14 novembre, dimanche 14 novembre de 20h à 21h30. Vous pouvez également vous inscrire à partir du site de la Maison de la Culture Yiddish. Je reviens avec Raphaël Goldwasser, le comédien yiddish Raphaël Goldwasser. Donc vous quittez Israël, ça c'est en quelle année que vous quittez Israël ? En
disons 1990. C'était fin 1989. 1989-1990, après 25 ans en Israël Oui. et une enfance à Buenos Aires, Ouais. et vous installez en France. Mais alors, Ouais. vous installez pas à Paris, vous installez à Strasbourg. Oui, parce que j'avais été invité à Strasbourg pour un festival de culture européenne, de littérature européenne, qu'ils ont fait une fois, après c'est jamais revenu. Ils avaient fait un coin pour le Yiddish. Et on m'a demandé de participer à ça s'appelait festival, je pense, ou rencontre européenne, je ne me rappelle plus. Et il y avait un coin pour le Yiddish. C'est comme ça que vous avez connu Strasbourg. Oui, et spécifiquement, c'était Sutzkever. Avram Sutzkever, alors donc le grand poète yiddish. Ouais, j'ai fait connaissance avec Sutzkever, il m'a donné des bouquins. Lui, il venait aussi. Ah oui, parce que Ouais. évidemment, lui était vivant et donc il était invité. Oui, oui. Et voilà, moi je lisais de la poésie de Sutzkever. Et est-ce que vous connaissiez bien la littérature yiddish à cette époque ? Oui, Oui. bien sûr. Hmm. Qu'est-ce que c'est bien? Ce n'est jamais fini. Non, c'est jamais fini, mais Ouais. il y a certaines personnes qui découvrent à l'âge de 50 ans qu'il existe une littérature yiddish. Ce n'était pas votre cas. Non. Vous avez baigné dans la culture yiddish Oui, dès votre plus tendre bien enfance. sûr, bien sûr. Et donc vous installez à Strasbourg et tout. Alors il faut dire que vous avez dirigé le Lufttheater, le théâtre Oui. en l'air à Strasbourg, Ouais, ouais. mais tout de suite vous avez créé le Lufttheater. Et ça a pris 2 ans en fait. Au début, simplement, je cherchais mon gagne-pain. J'ai compris que si on n'avait pas vraiment une compagnie à soi, on était dépendant toujours de quelqu'un qui vous donne du travail. Mais moi, je connaissais personne et personne ne me connaissait. Alors, j'ai monté une compagnie qui s'appelait à l'époque Art Théâtre en Espace. Schön, Art Théâtre en Espace, c'est beau. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Et à un moment donné, par cette compagnie, j'ai monté Die Megille von Itzik Manger, Donc la Megillah du poète yiddish Itzik Manger, qu'on a fait yiddish et français, dans le même système que j'ai fait après plusieurs fois. Et donc la Megillah dont les personnages sont des personnages de Purim. oui. Et ça a eu un succès extraordinaire. Mais vous l'avez fait en yiddish ou yiddish et français? Yiddish français. Les chansons étaient en yiddish et même dans les chansons, on avait trouvé des manières de chanter des paroles pour expliquer. Mais qui est-ce qui chantait en yiddish? Vous? Moi aussi, tout le monde. Il y avait Astrid Ruff, bien sûr, il y avait Isabelle Marx, il y avait Didier Doué. Donc qui, des gens qui chantaient déjà en yiddish que oui, vous avez rencontrés non, là-bas? Didier Doué, il n'a jamais... Donc mais c'est il vous qui apprenait les par avez cœur. formés? Oui. Il fallait former ces gens-là. Ils ne connaissaient pas toute la musique, et l'existence de cette pièce. Et c'est une très belle pièce. Et Astrid Ruff, elle chantait déjà en yiddish quand vous l'avez rencontrée? Je pense qu'elle avait commencé à ce moment-là à s'intéresser. D'accord, il faut préciser que Astrid Ruff, cette année, a reçu le prix Yidel Korman pour la culture yiddish, pour sa contribution à la diffusion en tant qu'artiste de la culture yiddish. Donc vous créez le Lufttheater, vous commencez par la Megille de Itzik Manger. Et quand je monte la Megille, et ça a eu un succès fou, et on me contacte de la DRAC, le département régional des affaires culturelles, le ministère de la Culture, et la ville de Strasbourg. Et on me dit que si je me consacre, que d'abord qu'ils n'avaient jamais entendu parler qu'il y avait un théâtre yiddish, et que le yiddish était une langue tellement proche de l'alsacien, c'était extraordinaire. Je suis arrivé où il fallait, quoi, à ce moment-là. Est-ce que vous aviez la sensation, est-ce que vous avez choisi Strasbourg en vous disant, au moins quand je jouerai en yiddish, les gens comprendront ce que je dis? Pas du tout. Je ne savais pas où j'arrive. On m'avait invité pour ce festival avec Sutzkever, avec les poèmes yiddish, etc. Parce que c'est vrai, c'est la grosse différence avec Paris, notamment. C'est-à-dire que si vous faites un spectacle yiddish à Paris, à part les juifs yiddishophones, personne ne comprend rien. Tandis qu'à Strasbourg, les gens qui connaissent l'alsacien sont capables de suivre, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Il faut les aider. Il faut toujours faire une traduction. Ça peut se faire aussi à Paris, il n'y a aucun problème.
problème. Je le fais, ça c'est pas un problème. Voilà, ce texte, je le fais yiddish français, les gens comprennent. Et ils ont l'impression aussi de comprendre le yiddish, du coup, c'est vrai. Et bon, alors de la DRAC et la mairie de Strasbourg, ils m'ont dit, si tu te consacres à cette culture et au théâtre yiddish, nous on va t'aider. Pendant 3 ans, j'ai reçu des subventions, j'ai monté des belles choses, et qui toujours ont eu un succès fou. On aurait l'impression que le public alsacien était des juifs qui retrouvaient leur culture, ou quelque chose comme ça. C'était très très bon. Voilà. Pendant 3 ans, ils m'ont donné d'une façon automatique des subventions. Après, quand on a des subventions, après il y a la Fondation pour la mort de la Shoah, qui a commencé à un moment donné, il y a d'autres fondations, etc. Mais est-ce que c'était une personne en particulier à la DRAC qui était particulièrement sensible à cette culture ou... Non, pas spécialement. Parce que c'est assez rare que la DRAC dise, tenez, si vous faites ça, on vous donne de l'argent. C'était la personne sûrement qui était là-bas et qui était alsacienne, et qui aussi, il y avait des échos, des gens qui disaient « mais c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est ça? On comprend, c'est proche à notre langue, etc. » Et c'est du théâtre, de la musique, ils ne savaient pas. Pour eux, le judaïsme, c'était Israël et la religion. Et la synagogue. Ouais. Et la synagogue. Ouais. Ah bon, donc ils avaient compris juive laïque. Ils ne connaissaient pas cette culture du tout. Ouais. Voilà, une culture laïque. Oui. Complètement. Et ça, c'est la culture yiddish. Et donc, vous avez passé combien d'années à Strasbourg avec le Lufttheater ? 28 ans. 28 ans. 28 ans. Vous n'avez pas seulement fait des spectacles. Alors, on peut citer, vous avez monté Métamorphose d'une mélodie de Yitzhak Leibush Peretz. Oui, mais ça, c'est un spectacle. Oui, est-ce que vous pouvez citer quelques productions du Lufttheater ? Oui, on a fait Zinger Cabaret. Donc, un cabaret Zinger. Oui, qui était basé plutôt sur le tribunal de mon père. Après, on a fait Itzik Manger, la Megillem, on a fait aussi die Chumash-Lieder. Donc, les chansons, les poèmes, les oui, chansons die Chumash-Lieder. On a fait aussi de Manger, on a fait aussi Das Buch von Gan Eden, le livre du paradis. Oui. Sholem Aleichem, on a fait pas mal Sholem Aleichem. On a fait le rêveur de Jean-Henri Blumen avec de la musique et qu'après on a... Et vous récitaient des monologues de Sholem Aleichem. Ah aussi. Oui, j'avais un spectacle de 3 monologues de Sholem Aleichem, très connus, les 3 monologues sont très connus. C'était en yiddish, je l'avais fait aussi en français et aussi en yiddish. Mais à un moment donné, j'ai décidé que je fais seulement en yiddish. Et puis le Lufttheater s'est aussi lancé dans une autre aventure qui n'est pas un spectacle, enfin de l'ordre du spectacle. Mais il y avait déjà des festivals. On faisait des festivals. Un autour de Zinger, un autre autour de la culture yiddish en Union soviétique. Et c'était 5 jours, c'était avec des conférences, avec des petites représentations, avec du chant, etc. C'était très... Et à la fin des années 90, dans le sillage de l'université d'été de langue et de littérature yiddish qui avait été créée par la bibliothèque Medem et après Maison de la culture yiddish, bibliothèque Medem, vous avez souhaité organiser une université d'été de langue et de littérature yiddish. Je me rappelle exactement comment ça s'est passé. On était avec Sonia Pinkusovic. Donc, qui est prof de yiddish à Bruxelles et qui venait régulièrement enseigner, qui organise aussi une université d'été à Bruxelles. Et c'était la première université d'été à Paris était très réussie. Nous, on était super contents. Et on dit, je me rappelle, c'est toi qui étais le directeur ? Oui, c'est moi qui l'ai créé. Oui, et je me suis fait des cheveux blancs avec ça. Oui, c'est comme ça. et on dit, on le fait l'année prochaine. C'était la première. Ouais. Et tu as dit, je pense que c'était toi ou Niborski qui a dit, non, on ne pourra pas parce que l'année prochaine, c'est le championnat de football ou quelque chose comme ça. La Coupe du Monde, et il n'y aura pas d'hôtel. C'est-à-dire que oui, parce qu'on avait l'intention de le faire tous les ans à Paris, et on s'est dit, c'est pas la peine parce que les gens ne pourront pas se loger. Voilà, ils ne pourront pas se loger. Et alors, on s'est regardé avec Sonia, on a dit, on le fait nous. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a commencé.
Strasbourg, Paris et Voilà, c'était Bruxelles. en alternance dans 3 pays alternance. francophones, dans Ouais. 3 villes francophones, Strasbourg, Bruxelles et Paris. Et ça, c'était aussi le Lufttheater qui a fait. Donc Ouais. ça a aussi été une expérience... Très intéressante, avec des gens de partout. Et là aussi, on a été aidés par tous. Hein. Vraiment, ouais. Je peux seulement remercier toutes les institutions, et plus qu'une, qui ont donné de l'argent très généreusement. Donc voilà comment, après une carrière extrêmement riche qui commence à Buenos Aires, qui passe par Tel Aviv pendant 25 ans et Strasbourg pendant 28 ans, vous vous retrouvez à Paris à participer au spectacle du théâtre équestre Zingaro qui s'appelle Cabaret de l'Exil. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets à part... Mais je ne suis pas sûr. C'est très difficile. Quand j'ai quitté Strasbourg et que Claude Ampel a su que j'ai quitté Strasbourg... Donc Claude Ampel qui était au cercle Bernard Lazare à Paris et qui avait travaillé au journal Yiddish Unserwort. Oui, Zichron Levroch est décédé. Cendres, oui. Et il m'a contacté tout de suite. Viens faire un théâtre yiddish. Et il savait que j'allais venir à Paris. Bon, j'ai acheté à Montreuil, mais c'est la même chose. Il m'a dit, viens, on va faire un théâtre yiddish. Moi, avec plaisir. Il voulait me donner un espace extraordinaire, petit mais extraordinaire, où il travaillait avec les cahiers yiddish, je pense. Mais c'est un espace qui appartient à une institution. Et bon, son directeur, finalement, n'était pas d'accord pour des questions financières, je pense. Et j'ai cherché un lieu pour faire ça. Je parlais avec Tal de la Maison du Yiddish. Tal Ribowski, directeur de la Maison de la Culture Yiddish. Et Annick Prim-Margoulis. Voilà. Et j'ai compris que c'était pas... Ils m'ont tellement dit ce que je ne pourrais pas faire là-bas, c'est que j'ai dit, non, c'est pas pour moi. Ça veut dire que j'ai pas compris. Je pensais qu'ils seraient très contents qu'un comédien yiddish qui avait monté tout un théâtre avec beaucoup de succès arrive et veuille faire quelque chose. Et j'étais très déçu. Et depuis, je dis, bon, peut-être c'est la fin. D'accord, donc vous n'êtes pas relancé dans une entreprise personnelle, non, en tout cas. Non, okay. Je ne le ferai plus. Je n'ai pas la force. C'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail, effectivement. Ouais. Mais, Raphaël Goldwasser, merci beaucoup d'être venu dans l'émission Yiddishkeit aujourd'hui. Donc, je rappelle que vous intervenez, vous êtes le récitant dans le cabaret de l'exil du théâtre équestre Zingaro, qui a lieu dans le chapiteau Zingaro à Aubervilliers 5 fois par semaine, c'est ça? Il y a relâche. Pour l'instant, 5 fois par semaine, ça changera un peu. Je pense seulement en mars, ils vont commencer à 3 ou 4 fois par semaine, ça dépend. En tout cas, pour l'instant, on peut le voir 5 fois par semaine au théâtre Zingaro. Et sauf lundi et jeudi. Sauf lundi et jeudi. Donc et dimanche à 5h30. Réservez les billets sur le site du théâtre équestre Zingaro. Merci beaucoup, Raphaël Goldwasser. Merci. Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Und als Gott helft, sie sehen, unter der Gruppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klezmer a Geschrei. Tanzen it's del duet hop kille a freilach hop kille nu jeher hop 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 das ganze Leben hat der Welt die Bob kille nu lo mir gehen a tanzel wie lang is los ich noch ay 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 geht das so geht lo mir alle tanzen du in der Rhythm ay 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 geht das so geht Mädel nemmen a Bocher en Tanz mit ihm Nu lo mir alle tanzen, iets stel du hop, kille, je vreemd hop, kille